On en arrive à la seconde raison de l'échec du cinéma virtuel, la promotion. Le cinéma virtuel n'est pas un film d'animation et n'est pas non plus un film classique, il est entre les deux, voire à part. Et comment vendre un film bâtard? Mal, le plus souvent. En hésitant à faire la promotion sur le film ou sur la conception du film, la promotion a sans doute perdu un peu son public qui ne savait pas ce qu'il allait voir. Exemple, La légende de Beowulf n'est pas un film pour les enfants, et pourtant on le trouve toujours dans le rayon animation, juste parce qu'il est en image de synthèse, donc pour enfants. Logique quand tu nous tiens. Et pareil pour Tintin, qui a essayé de montrer son processus de création et de marteler que Jimmy Bell est Tintin, mais qui sera un relatif échec aux États-Unis malgré le poids de Steven Spielberg et de Peter Jackson. C'est que si le public n'est pas encore prêt, les critiques le sont encore moins, et ils sont la troisième raison de l'échec de ce nouveau genre du cinéma. À la sortie du Pôle Express, hormis les critiques logiques sur l'inexpressivité des personnages, on n'a eu le droit par Gérard Delorme de première à ni l'histoire ni la qualité de l'animation n'émeuvent, surtout si on les compare avec la dernière production Pixar. Le Pixar concerné est Les Indestructibles, sorti 3 semaines plus tôt. Gérard Delorme compare donc un film d'animation de super-héros familial et un conte de Noël, uniquement parce qu'ils sont en image de synthèse. Pour Monster House, Emmanuel Denis de l'Écran Fantastique écrira que Monster House n'offre pas de prouesse technologique, alors que si, justement. Pour La légende de Beowulf, c'est Jean-Michel Frodon qui s'y colle. Un film regardable, recevable comme spectacle, à mesure qu'on accepte le look vidéogame des protagonistes. Jean-Michel Frodon doit être un blasé de la vie en disant que c'est recevable comme spectacle, mais il fait aussi l'une des comparaisons qui m'horripile le plus entre les graphismes des jeux vidéo et ceux du cinéma. Ceux qui disent ça n'ont rien compris. Le jeu vidéo ne peut pas concurrencer le cinéma sur le terrain du graphisme, car les graphismes sont gérés en temps réel pour le jeu et calculés pour le cinéma. Et quand je vois des arguments comme ceci, Gamer possède deux atouts de choc, ses effets spéciaux et Saïd Taghmaoui. Le film propose des combats comme si vous étiez dans un jeu vidéo grâce à de superbes images de synthèse. je me dis que le film doit être bien mauvais pour sortir ça en prenant pour des imbéciles les potentiels spectateurs. Pour le drôle de Noël de Scrooge, le problème est sans doute différent, car il a le syndrome du magicien d'Oz. Je m'explique. Pour faire simple, le magicien d'Oz est un classique de la culture populaire anglo-saxonne, qui passe chaque année pour Noël chez eux et fait désormais partie de leur inconscient collectif. En France par contre, le magicien d'Oz, on s'en fout un peu, et les références comme celle-ci, Vous n'êtes plus dans le Kansas. ou encore celle-ci, Contrôle qualité, EM208 contre l'homme de fer blanc. Ça vous gêne pas si je bosse avec une petite musique de fond? When a man's an empty kettle, Bien, he parfait. should be on On y va. his mettle. Que la partie And commence. yet I'm torn Ça va être apart. rock'n'roll. tombe à plat. Ce n'est pas parce qu'il est un classique aux États-Unis qu'il doit l'être également chez nous, et faire semblant qu'il en est un est de l'hypocrisie du genre signifie là-dessous. Le magicien d'Oz, finalement, peu de personnes l'ont vu, et encore moins savent qu'il est adapté d'un livre. Le drôle de Noël de Scrooge a le même souci en étant présenté comme une histoire universelle que tout le monde devrait connaître, alors qu'en France, la version la plus connue est quand même le Noël de Mickey. Pour une histoire classique, on repassera. L'échec en France du film, qui se fera dépasser par le vilain, peut donc être expliqué, car au final, les critiques sont globalement positives. Malgré ça, Christian Viviani, positif, dira que le film est une œuvre singulière et peut-être pionnière dans le rapport des acteurs à l'image cinématographique, qui mérite en tout cas le respect. C'est bien de le reconnaître, mais ça fait déjà le 4e film qui pose la question du rapport des acteurs à l'image cinématographique. C'est quand même triste d'être critique et de ne pas être au courant de ça. Puis vient Milo sur Mars. Si le scénario n'est pas inintéressant et plutôt marrant, le film l'est beaucoup plus à cause de son personnage principal et des acteurs pas vraiment convaincants. Et c'est encore la technique qui sera la plus mise en avant dans les avis, comme celui de McHale du New York Times. Il semble qu'il est temps d'admettre que des acteurs habillés de tenue parsemés de LED, à qui on demande de donner des performances sur de stériles plateaux blancs, dont les résultats seront donnés à une équipe d'animateurs informatiques, n'est pas un moyen de faire un bon film, ou comment un mauvais film entraîne les autres avec lui. Milo sur Mars sera un échec monumental précipitant la fermeture du studio Image Mover Digital, dont l'annonce avait déjà été faite un an auparavant après les scores mitigés du drôle de Noël de Scrooge. Image Mover Digital avait été fondé par Robert Zemeckis et avait fait tous les films de performance capture. Mais les avis changeront énormément avec les aventures de Tintin, grâce au nom de Steven Spielberg et surtout du travail de Weta, responsable de ce résultat avec des images au poil. Certains crieront au génie, d'autres à l'overdose d'action, d'autres encore à ce qu'aurait dû être le 4e Indiana Jones. Pourtant, certains continuent de faire exprès de ne pas comprendre l'intérêt du cinéma virtuel.
Comme Philippe Rouillet de Positif. Mais la motion capture ou la performance capture, ça coince. Je comprends pas pourquoi on veut absolument qu'une image de BD, un dessin, ressemble à quelque chose en film. On va prendre une autre BD qui est Astérix, dans des films qui sont pas formidables. Hein. On prend Depardieu en Obélix, et ben on finit par y croire, alors que parce que c'est adapté au cinéma, c'est transposé. Éric Nouv du Figaro. Pourquoi prendre des acteurs pour les déguiser avec du chewing-gum sur la tête? Quand Spielberg faisait E.T., il n'a pas demandé à Pierral de jouer l'extraterrestre. Là, on prend des acteurs célèbres, c'est complètement idiot. Vous commencez à dépasser les bornes. Encore Charlotte Bouteloup dans Télématin. Quel intérêt ont les acteurs à être motion capturés? Bonne question, parce qu'après tout, on les reconnaît pas, il y a juste leur voix, le jeu, mais on les reconnaît pas. Il y a Gad Elmaleh dans le film, on ne le reconnaît pas. Peut-être que c'est pour tourner pour Spielberg, ça je n'en sais rien, il faudrait leur poser la question. Est-ce que c'est amusant, quand on est un comédien, de faire ce travail-là? Ils disent que c'est pas très amusant, qu'il fait très chaud, c'est très ingrat. Alors vous savez que vous tournez ce film-là, c'est mieux payé, c'est quoi? Sûrement avec Spielberg. Ouais, si tu veux. J'en ai fini avec vous. Visiblement, certains n'ont pas saisi le concept de liberté, cher aux réalisateurs qui s'y sont essayés. Mais il y a une chose que je n'ai pas dite concernant les acteurs, c'est que le nombre de personnes ayant tenté le cinéma virtuel est affolant. Tom Hanks, Steve Buscemi, Daniel Craig, Brendan Gleeson, Kathleen Turner, Tobin Jones, Robin Wright, Angelina Jolie, John Malkovich, Crispin Glover, Seth Green, Ray Winstone, Andy Serkis, Jim Carrey, Gary Oldman, Anthony Hopkins, Bob Hoskins, Joan Cusack, Jamie Bell, Colin Firth, Nick Frost, Simon Pegg et bien sûr Gad Elmaleh. Tous se seraient fait flouer par les réalisateurs? Bien sûr que non, mais en plus de tenter de nouvelles expériences, ces acteurs ont voulu la liberté que ne propose pas un tournage traditionnel, et ils considèrent ce procédé comme un maquillage. Parce quelle est la différence entre le John Hurt d'Elephant Man et le Steve Buscemi de Monster House? Aucun, c'est l'interprétation et la présence de l'acteur qui compte. Mais comment expliquer simplement que ce maquillage virtuel permet à Tom Hanks de jouer à la fois le père du héros, le clodo squatter, le Père Noël, et surtout le conducteur et le héros? De même que Jim Carrey joue son personnage à tous les stades de sa vie, et aussi le fantôme des Noëls passés, le fantôme du Noël présent et le fantôme des Noëls à venir. Pour prendre deux exemples de films en tournage réel, voici le teaser de La Dame de Fer. Main thing is your voice. It's too high and it has no authority. I may be persuaded to surrender the hat. The pearls, however, are absolutely non-negotiable. That's the tone that we want to strike. Tout dans la mise en scène est agencé pour préparer le plan sur Meryl Streep et mettre en avant l'effacement de l'actrice derrière le personnage de la gentille et bien-aimée Margaret Thatcher. C'est quand même étrange que dans un cas ce soit un argument promotionnel conduisant à l'Oscar du meilleur maquillage qu'un acteur ressemble à son modèle, et que dans un autre cas on entende ça. C'est-à-dire que leur visage, on ne reconnaît pas du tout leur visage. Par exemple, le rôle que joue Daniel Craig dans le film, qui joue le méchant, la tête de Daniel Craig, c'est pas la tête de Daniel Craig. L'autre exemple est les nains du Hobbit. Pour les rendre crédibles en nains, il a fallu apposer des prothèses sur le visage, avoir aussi des prothèses pour les mains, des vêtements abaissant la taille, de grandes bottes changeant les proportions. Puis pendant le tournage avec les autres acteurs du film, il a fallu, contrairement au Seigneur des Anneaux, deux plateaux distincts et des caméras synchronisées entre elles permettant de faire les mêmes mouvements mais à une échelle différente. C'était énormément de travail pour finalement pas grand chose s'ils avaient pris des nains pour jouer les nains. Petit travail de réflexion, imaginez Peter Dinklage jouant Jason Bourne après lui avoir fait des modifications à base de prothèses et de Photoshop. C'est absurde. Alors pourquoi Peter Jackson a fait exactement la même chose en rapetissant des hommes normaux et refusant de puiser dans les acteurs nains? Malgré cette aberration, personne ne dira rien. Tout semble logique et une partie de la promotion a même été dédiée au fonctionnement des deux plateaux. Mais quand c'est fait dans le cinéma virtuel, c'est complètement idiot et illogique. D'autant qu'un acteur jouant plusieurs rôles comme Tom Hanks dans le Pôle Express a déjà été fait depuis longtemps avec Eddie Murphy dans Le Professeur Folding, où il interprète tous les membres de la famille Clump. Dans un cas c'est un exploit, ce qui est vrai, et de l'autre de l'esbrouf. Et puis comment convaincre quelqu'un que Ray Winstone est Beowulf, mais aussi le dragon, ou que Kathleen Turner joue à la fois Constance et la maison. Déjà que jouer plusieurs personnages humanoïdes ne passe pas encore chez tout le monde, alors jouer une maison.
pas facile, et les critiques comme le public ne suivent pas toujours. Pour en finir avec les critiques, encore un extrait, mais de Fabrice Leclerc parce qu'il a l'air vachement sympa. Cette critique était pour la sortie de Fly de Robert Zemeckis, et voici ce qu'il dit de sa dernier film. C'est quand même le grand retour de Robert Zemeckis qui, après quelques bouffonneries très molles en 3D, type le Pôle Express et je ne sais plus quoi, ce qui était quand même très laid, revient à ce qu'il sait faire de mieux, le film d'action. En plus d'insinuer que les films d'animation ne sont pas de vrais films, il parle de mollesse. Regardons donc maintenant un extrait mou de chaque film, montrant qu'il se trompe et que le réalisateur se sont tous fait plaisir avec des plans assez dingues. Obscur, venu des profondeurs marines. Je frappais des stocks, ces bêtes monstrueuses de coups de Montclair, répandant leurs entrailles dans la mer. On la sent bien la mollesse du truc, hein, on se croirait dans de l'arrêt et c'est Turkmen. Bref, tout ça pour dire que malgré l'apport évident du cinéma virtuel, il continue tout de même à ne pas être compris. Tantôt un film d'animation, tantôt de la frime, il est pourtant porté au nu dans sa forme la moins expressive et la plus limitée par ceux qui ont vu Gravity. Car désolé, Gravity est un film d'animation pour 80% des scènes, allant jusqu'à recréer des bouts de Sandra Bullock quand les câbles qui la soutenaient la fatiguaient. De plus, tous les plans étaient figés depuis le début du tournage et ne permettaient qu'1 à 2 secondes de battement, ne laissant pas de place à l'improvisation, raison pour laquelle Robert Downey Jr. n'a pas pu jouer le rôle finalement dévolu à George Clooney. Gravity a utilisé le cinéma virtuel, mais pas de la façon la plus intéressante, tandis que d'autres l'ont utilisé à bon escient, c'est-à-dire sans contrainte avec la possibilité de modifier après le tournage des scènes déjà mises en boîte. Mais ceux-là ne sont pas reconnus. Donc oui et re-oui, le cinéma virtuel c'est bien, et nous ouvre de bien belles perspectives. Star Wars a connu une pléthore de jouets, dont les quadripodes impériaux pour la sortie de l'Empire contre-attaque. Mais ILM a reçu un coup de fil auquel il ne s'attendait pas de la part de Kerner Toy, qui deviendra par la suite Hasbro. Le gars au bout du fil était devant un problème pour mettre au point des jouets avec ses figurines. Par où rentraient les soldats? Chez ILM, silence gêné, comme le scénario ne prévoyait pas de scène montrant l'embarquement, cette question n'avait jamais été posée. Les soldats étaient dedans et voilà. La réponse viendra finalement avec l'épisode suivant où l'on voit un quadripode arriver près d'une passerelle et Luke Skywalker en sortir.